La Cour d'appel a rendu aujourd'hui son arrêt concernant l'affaire MNSD Nasara. Il ressort de cette décision que l'El Seyni Oumarou est déclarée gagnante. Détail dans ce journal. Ensuite, nous parlerons aussi de la journée mondiale des enseignants dans cette édition. Une journée qui a été commémorée sous le thème « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables ». Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que par arrêté numéro 0670 du 30 septembre dernier, le ministre de l'Intérieur autorisait l'ONG volontaire pour l'intégration éducative Vikandeni Bera de reprendre ses activités. La surprise est encore arrivée car le ministre de l'Intérieur, à travers un nouveau arrêté numéro 0676 en date d'aujourd'hui, a définitivement interdit à l'ONG Vikandeni Bera d'exercer ses activités. Ensuite, la Cour d'appel a rendu ce matin son arrêt relativement à l'affaire opposant les deux ailes du même parti, MNSD Nasara. Une décision en faveur du camp de Seyni Oumarou, et cela après 2 ans de soubresaut judiciaire. Ousmane Sidoukou et Halidou Bourema pour le reportage. Les militants du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nasara jubilent. Une manifestation de joie suite à la décision judiciaire selon laquelle Seyni Oumarou reste le président légitime et légal du parti. On se félicite en tant que parti de l'issue heureuse de cette épreuve. Comme vous l'avez dit, cela fait 2 ans que notre parti a été soumis à cette malheureuse épreuve que nos militantes et nos militants ont courageusement supporté. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour les féliciter, pour leur loyauté, pour leur militantisme, pour leur engagement et pour leur courage. Ceci étant, nous ne sommes pas à notre première épreuve. Et à chaque occasion, le MNSD a fait montre de courage, de responsabilité pour affronter cette épreuve. Et à chaque fois, il est sorti grandi. Le bout du tunnel après un long feuilleton politico-judiciaire. L'heure à présent à la mobilisation pour les futures échéances électorales. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de nous mobiliser davantage, de réorganiser notre parti pour préparer les futures échéances électorales. Mais pour l'instant, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est véritablement la mobilisation pour affronter les futures échéances électorales et qui s'annoncent dans les semaines, dans les mois à venir. Aux amis d'hier, l'eau peut finir toujours revenir à la source. Nous n'avons pas d'esprit revanchard, s'il vous plaît. Je pense que ce sont des camarades qui se sont trompés, qui ont commis des erreurs ou qui ont commis même des fautes graves pour certains. Mais qu'à cela ne tienne, le MNSD est un parti, comme je l'ai dit, qui a des règles, il y a des procédures. Éventuellement pour ceux d'entre eux qui estiment qu'ils n'ont pas d'autre point de chute que ce parti-là. La porte est ouverte et qu'ils la connaissent, ils connaissent les mécanismes. Donc vraiment pour nous, c'est une parenthèse, c'est un épilogue qui est terminé. Albadé et compagnie par la présente décision judiciaire sont ainsi déboutés. C'est le profil bas en attendant une réplique vivement attendue de leur part. La première dame Malika Issouf Mamadou a parrainé aujourd'hui les manifestations marquant la journée mondiale des enseignants. Une journée qui a été célébrée avec le thème « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables ». À cette occasion, plusieurs enseignants ont été distingués. Assoumane China Ibrahim Abdou pour le compte-rendu. La mobilisation était forte ce 5 octobre au Palais des Congrès pour la célébration de la journée mondiale des enseignants pionniers du développement socio-économique. Une journée placée sous le terme « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables », occasion pour la ministre des Enseignements secondaires de revenir sur des réalisations pour la promotion de l'éducation. Le programme de renaissance de son Excellence, le président de la République, Alhaji Issouf Mahamadou, a fait de l'éducation la priorité de ses priorités. De 2011 à 2015, d'importants investissements ont été réalisés pour la promotion de l'éducation dans toutes ses composantes. Des avancées significatives ont été enregistrées en ce qui concerne
l'élargissement de l'accès au savoir et au savoir-faire avec la création d'écoles, les collèges d'enseignement général, technique et des centres de métiers dans de nombreux villages et quartiers. C'est ainsi que le ministère de l'enseignement primaire a ouvert 2076 jardins d'enfants, 2193 nouvelles écoles primaires et 6 écoles normales des instituteurs. Au niveau du secondaire, 14 lycées d'enseignement général, 51 complexes d'enseignement secondaire, 453 collèges dont 263 en zone rurale ont été créés. Dans le domaine de la formation professionnelle et technique, le ministère a mis en place depuis 2011 181 centres de formation au métier, 4 CSPT, 78 collèges d'enseignement technique et 6 lycées d'enseignement technique et professionnel. Prononçant son discours, la marraine de cette édition a rendu un hommage aux enseignants grâce à qui elle est devenue ce qu'elle est, avant d'indiquer que la Fondation Tetelin Iyali reste disposée à œuvrer pour une éducation de qualité. L'enseignant joue un rôle irremplaçable. Il guide, il encourage, mais aussi et surtout cultive chez les enfants les valeurs fondamentales de la société en vue d'en faire des citoyens responsables. Pour ma part, je puis vous assurer de mon soutien indéfectible à cette initiative en faveur d'une éducation de qualité. Et je ferai le plaidoyer nécessaire partout où besoin sera pour contribuer à la mobilisation de ressources conséquentes pour la mise en œuvre de ce programme. Plusieurs enseignants ont été récompensés pour leur abnégation dans leur métier. C'est ainsi qu'ils ont reçu des parcelles, des ordinateurs et des motos. La première dame, Dr Malika Issoufou, la ministre des enseignements secondaires et son homologue de l'enseignement primaire ont été à leur tour récompensés par le cadre de la société civile active de l'éducation pour leurs efforts dans ce secteur. Protection des journalistes en période de conflit, c'est le thème d'une conférence organisée ce matin à Niamey à l'intention des forces de défense et de sécurité, des partis politiques, des organisations de défense des droits humains et des professionnels des médias. Compte rendu Michel Deji et Cheb Guissot. C'est une conférence qui vise à vulgariser les instruments nationaux et internationaux de protection des journalistes en période de conflit. En effet, il est unanimement admis que les périodes de conflit accroissent les besoins en information de tous les acteurs. Mais les périodes de conflit ont surtout la particularité de bouleverser les modalités transactionnelles. De ce fait, les journalistes, dans leur travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, rencontrent de nombreuses difficultés. Dans certains cas, ils sont des victimes collatérales des conflits. Dans d'autres, ils sont pris pour cible par les belligérants. À titre illustratif, en 2014, 66 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur métier, dont 2 tiers dans des zones de conflit, notamment en Syrie, en Palestine, en Ukraine, en Irak et en Libye. Au cours de la même année 2014, 119 journalistes ont été enlevés, dont plus de 40 demeurent otages à ce jour. Reporters sans frontières, dans son rapport 2014, note, je cite, que les décapitations des journalistes démontrent l'ampleur de la violence à l'égard de ces témoins gênants. Des exemples tristement célèbres qui démontrent toute l'importance de la protection des journalistes en reportage dans des zones de combat telles que recommandées par le droit international humanitaire. Depuis 1899, en passant par la date de 1949 qui constitue la date charnière de l'adoption des 4 conventions de Genève et les protocoles additionnels en 1977, la protection a été renforcée au fur et à mesure. C'est ainsi que les journalistes sont assimilés à la population civile. Ils ont droit à la protection générale. Mais il faut distinguer les journalistes civils, si je peux m'exprimer ainsi, des correspondants de guerre. C'est-à-dire les journalistes qui sont autorisés à suivre les forces armées sur le terrain. Lorsque de tels journalistes sont sur le terrain, ils sont naturellement exposés parce qu'ils peuvent être des victimes. Et de ce point de vue, ces journalistes doivent être protégés. Donc beaucoup de normes ont été adoptées récemment
ces 10 dernières années aussi pour renforcer cette protection et aussi lutter contre l'impunité face aux violations massives et graves des droits des journalistes qui sont là quand même pour informer le public et soutenir et partager l'information. Et donc si ces derniers sont toujours violentés, il va de soi que l'information destinée au public sera biaisée. Au terme de cette conférence publique, il est attendu que les participants soient largement édifiés sur les précautions à prendre avant toute mission dans un lieu de tension et les tests de référence sur la protection des journalistes en zone de conflit. Ouverture ce matin d'un atelier de renforcement des capacités destiné aux commissaires. L'atelier a été organisé par la Commission nationale des droits humains et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État sous le thème fonction des commissaires. Compte rendu Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. Organisé par la Commission nationale des droits humains CNDH en collaboration avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, cet atelier destiné aux commissaires nationaux des droits humains vise à renforcer les capacités des membres de la CNDH. Le choix du thème de cet atelier n'est pas fortuit. La formation de ce matin qui nous regroupe portera sur la fonction de commissaire. Comme vous le savez, il y a des dispositions légales et réglementaires qui ont défini les attributions de la Commission nationale des droits humains, mais il est sûr et certain qu'en nous focalisant sur la fonction de commissaire, je pense qu'au sortir de cette journée, les commissaires seront bien renseignés, bien informés sur la mission du commissaire, sur les tâches qui tournent autour de cette mission, mais surtout sur les critères de performance par lesquels les commissaires peuvent être évalués. En ouvrant les travaux de cet atelier, le rapporteur général de la CNDH, assurant l'intérim du président, a brièvement présenté son institution avant de revenir sur le menu de cette journée. Afin d'accomplir cette mission, Monsieur le Haut-Commissaire, la CNDH, avec l'appui des partenaires, notamment le PNUD, s'est dotée d'un plan stratégique 2014-2017 qui constitue le cadre de référence de ses activités et de ses actions. Ce plan stratégique de la plus haute importance pour la CNDH a suivi un processus d'élaboration participative et inclusive qui prévoit comme un de ses axes prioritaires le renforcement des capacités de ses membres et de son personnel administratif et technique. Ainsi vont être animés par des experts et de manière séquentielle des modules relatifs à la fonction de commissaire, comme vous l'avez rappelé tout de suite, la rédaction administrative, l'élaboration des TDR, la formulation des requêtes et de financement, la gestion axée sur les résultats, la gestion des projets, la gestion des relations publiques et enfin au triptyque diriger, organiser et motiver. Cette formation, la première du genre destinée aux commissaires, rentre dans le cadre d'une série de formations qui s'étalera sur 45 jours. L'Union pour la démocratie, la République UDR Tabat a procédé le 2 octobre 2015 à la mise en place de ses bureaux au niveau communal et départemental de Gazawa. Plusieurs structures de ce parti, au titre de cette localité de la région de Maradi, se sont vues renouvelées en prélude au scrutin à venir et le tout a été couronné par une déclaration d'adhésion de nouveaux militants. Le résumé avec Adam Soumana. Les militantes, militants et sympathisants de l'Union pour la démocratie et la République des communes rurales de Gazawa et Gangara se retrouvent par la présente rencontre pour accueillir en leur sein de nouveaux adhérents à leur formation politique. Des militants jadis membres des partis tels le CDS Rahama, le PNDS Tareya et l'ANDP Zamalahia qui décident à partir de cet instant solennel de rejoindre armes et bagages l'UDR Tabat. Décidons à compter de ces jours de quitter définitivement nos formations politiques et de rejoindre de façon inconditionnelle et irrévocable les rangs du parti Union pour la démocratie et la République UDR Tabat, afin qu'ensemble
sous la conduite clairvoyante, sage et visionnaire de son Excellence Amadou Boubacar Cissé, nous puissions mettre le Niger sur les rails du progrès à travers une bonne gouvernance politique, économique et sociale. Ainsi, c'est devant une foule immense composée de femmes, jeunes et hommes que les nouveaux militants de Leader Tabat ont donné les raisons de leur choix sur le parti de Amadou Boubacar Cissé. Son Excellence Amadou Boubacar Cissé, grand homme d'État et patriote sincère qu'il est et n'est jamais descendu sur le terrain glissant et infantile des intrigues et polémiques politiciennes. Ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt général, c'est le Niger et c'est l'épanouissement de son peuple. Très émus par cette marque d'estime à l'égard de leur leader et au-delà aux idéaux de Leader Tabat, le chef de cette mission, Dr Mamman Yahya, s'est adressé à l'assistance en ces termes. bayanin jama'a su hito su jaddada wannan goyon baya da koma wasu cikin farko dalilin farko kenan. Dalili na biyu yanzu za mu shiga fiye na karewa gadan jawabi mun zo mu girka gururruka na kwamin dan gangara da kwamin dan gazawa. Et comme annoncé par le chef de la mission, vint la mise en place des bureaux communaux de Gangara et Gazawa. Des bureaux auxquels il a été demandé d'œuvrer inlassablement pour rafler les 2 sièges de députés de cette zone lors des législatives à venir et de porter Amadou Boubacar Cissé à la magistrature suprême du pays. Sur le plan sportif, la commission de recours de la FENIFOOT a confirmé l'invalidation des 2 candidats à la présidence de la Ligue de football de Niamey. Une décision qui confirme celle de la commission électorale de l'instance du football national. Compte rendu Ibrahim Tikiré. Dans une lettre de notification qu'elle a adressée aux candidats Maliki Amadou et Abdelkader Damboyo, la commission de recours a confirmé les décisions d'invalidation de la commission électorale indépendante de la Fédération nigérienne de football. En somme, les 2 candidats à la présidence de la Ligue de football de Niamey ont vu leur recours rejeté. Légaliste Maliki Amadou assume et compte s'y préparer pour l'avenir. Ce qui nous a été notifié, la commission de recours a simplement confirmé les conclusions de la commission électorale de la FENIFOOT. Donc, par conséquent, cette commission invalide notre candidature. Comme j'ai eu à le dire, nous sommes des légalistes. On ne peut pas remettre en cause les arrêts rendus par cette commission. On attend, comme ça se doit, un nouvel appel à candidature et on va essayer de se conformer et de peaufiner un bon dossier pour que ce dossier soit acceptable cette fois-ci. Nous remercions les 2 commissions. Elles ont bien fait leur travail. Nous, on n'a pas, on n'a pas à se plaindre de quelqu'un. Moi, je suppose que la faute nous incombe. On s'assigne. Prochainement, comme je l'ai dit, on va essayer de faire un bon dossier pour que tout ira bien. Ainsi, le renouvellement des bureaux exécutifs des ligues régionales de football de Niamey et Tillabéri fera l'objet d'un 2e appel à candidature. En attendant, le verdict commence à tomber dans certaines ligues, à l'instar de celle de Zender où OTK a été reconduit à Tension de plus en plus vive entre Moscou et la coalition qui lutte contre l'organisation État islamique. L'OTAN juge les excursions russes en Turquie extrêmement dangereuses. Récit Valérien Gauthier. Les frappes aériennes menées par des avions Sukhoi en territoire syrien. Des images largement diffusées par le ministère russe de la Défense. L'armée russe a intensifié ses bombardements et pour ce faire, elle est passée par le ciel turc. Face à cette violation de son espace aérien, Ankara a convoqué l'ambassadeur de la Russie.
Ils nous ont dit que c'était une erreur, qu'ils respectent les frontières de la Turquie et que cela n'arrivera pas à nouveau. Une escalade des tensions, alors qu'Ankara et ses alliés occidentaux doutent des réelles intentions de Moscou. Depuis son entrée en scène, le Kremlin est soupçonné de frapper plus durement d'autres groupes armés hostiles au régime de son allié Bachar el-Assad. Après la convocation d'une réunion d'urgence par l'OTAN, le chef de la diplomatie russe propose des contacts directs avec les soldats américains. Nous avons suggéré d'établir une coopération plus efficace pour lutter contre les terroristes, en plus des vidéoconférences déjà mises en place entre l'armée russe et l'armée américaine. Nous estimons qu'il est nécessaire d'avoir des contacts militaires directs entre nos deux pays. Lundi, en fin de journée, l'OTAN a officiellement demandé à la Russie de cesser immédiatement ses attaques contre l'opposition syrienne et les civils. En visite à Bruxelles, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le président du Conseil européen Donald Tusk. Les deux hommes indiquent avoir discuté de l'établissement d'une zone tampon le long de la frontière turco-syrienne. À Jérusalem, la vieille ville a été interdite aux Palestiniens après plus d'une semaine de tension. Quelle est la situation ce soir à Jérusalem? Le point avec Pierrick Lerin. Des affrontements qui se poursuivent à l'heure actuelle, notamment à Bethléem, un peu au sud de Jérusalem, en Cisjordanie, et également à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville. Vous l'avez dit, ces dernières 24 heures ont été particulièrement violentes. Il y a eu 2 morts côté palestinien dans des affrontements récurrents entre jeunes palestiniens et forces de l'ordre, soldats israéliens. Ce sont toujours à peu près les mêmes scènes qui se déroulent quasi spontanément. Des jeunes palestiniens qui envoient des pierres, des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre israéliennes qui ripostent avec des balles en caoutchouc et parfois à balles réelles. Ce sont donc 2 adolescents palestiniens qui sont morts ces dernières 24 heures. Alors, dans les toutes prochaines heures, on va sans doute en savoir un peu plus si l'on se dirige ou pas vers une 3e intifada. C'est un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce que cela va se transformer en un véritable soulèvement populaire des Palestiniens? La fête juive de Sukkot se termine ce soir et c'est la fin d'un mois de fêtes juives qui sont traditionnellement, qui portent traditionnellement la région vers ce genre de violence. On saura donc dans les prochains jours si la situation se calme et donc qu'on revient à une situation un peu plus normale ou si au contraire l'engrenage de violence est vraiment enclenché et qu'il peut porter vers quelque chose de plus dramatique, une véritable intifada, un soulèvement populaire. En France, des inondations dans la Côte d'Azur avec ce dernier bilan qui fait état de 20 morts. La bonne nouvelle, c'est que 2 disparus ont été retrouvés vivants ce lundi. François Hollande a déclaré que l'état de catastrophe naturelle sera prononcé le mercredi. La Côte d'Azur, littéralement balayée, et cela en moins de 2 heures. Les pluies sont alors dantesques. 110 mm, voici la moyenne mensuelle des précipitations enregistrées sur la zone. Un niveau pulvérisé samedi soir. 178 mm à Mandelieu, 195 à Cannes. La Riviera est submergée, incapable d'absorber la pluie, en raison notamment de l'hyperurbanisation. Et c'est une région avec une zone urbanisée qui est très dense, en bordure de relief en plus, donc tout ce qui tombe un petit peu derrière sur les zones en relief vient s'accumuler très rapidement dans les plaines et donc en bord de mer. Donc tout s'accumuler peut en effet rendre la situation beaucoup plus préoccupante en peu de temps. Cannes, sous les eaux. Pourtant, certaines habitations en bord de mer ont bien résisté. Depuis 20 ans, des plans de prévention des risques imposent des mesures strictes aux nouvelles constructions. On a une cote de référence des dernières grosses inondations qui ont lieu dans chaque ville du département et on doit respecter cette cote de référence pour le niveau 0 et pour l'accès au sous-sol. Mais il y a une nouvelle donne. Des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes, comme cette tornade filmée samedi à La Ciotat. Pour Corinne Lepage, il faut s'adapter à ces nouveaux facteurs de risque. Nous sommes entrés dans le changement climatique et que ce que nous avons à apprendre, c'est notre adaptation à ce changement climatique. On va apprendre aux gens qu'on ne va pas au sous-sol, qu'on se réfugie dans les étages, on ne reste même pas au rez-de-chaussée, on va en haut, parce que sinon on risque effectivement avec des vagues de 2-3 mètres de haut d'être balayé en bas, a fortiori dans un sous-sol. Et puis il y a le fait de prévenir à la dernière minute.
c'est-à-dire l'information immédiate, attention, alerte orange, alerte rouge. Le changement climatique impose une prise de conscience individuelle et collective, des adaptations nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.